revenons rapidement dans ce studio. Alors, l'honorable, on va au Bénin pour la libération de notre ami Kounké. Et s'il est encore en Europe, alors, vous avez interrompu votre voyage. Alors, parlez-nous un peu de l'actualité du Bénin. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, le ministre d'État, Komi Kounké, a été libéré, a bénéficié d'une libération provisoire en Espagne. Et comme vous le savez, c'est un dossier qui n'a pas de tête et n'a pas de queue. Donc cette libération est tributaire du fait que le mandat d'arrêt qui a été dont a bénéficié le ministre d'État, c'était un mandat d'arrêt caduc du moment où c'est un mandat auquel il a répondu. Donc il s'est déjà présenté à un juge au Bénin et c'est face à cela que le juge a vu nécessaire de le libérer. Mais de façon frauduleuse, l'État béninois, c'est-à-dire le gouvernement du président Patrick Talon, ils ont introduit de façon frauduleuse ce mandat d'arrêt qui est au fait révoqué. Et donc il parle de main levée et ce même mandat qui a été présenté au juge. Donc le juge, à en croire l'avocat du ministre, s'est vraiment fâché pour dire que le jour-là même que le ministre Komi Kounké a été arrêté, c'est ce même jour qu'ils ont présenté le dossier d'extradition du ministre, ce qui n'a jamais été fait au niveau de l'Espagne. Donc ça veut dire que c'est pratiquement quelque chose de prémédité et c'est dans ce sens que le ministre a été relâché. Donc nous sommes dans l'attente de ce qu'on appelle la procédure d'extradition qui viendra la semaine prochaine et le dossier sera totalement clos. Donc, ça veut dire que comme le dit, il sera extradé ici aux États-Unis ou bien au Bénin? Non, il ne sera plus extradé, il sera libre de ses mouvements. Donc il reviendra aux États-Unis qui est en fait son pays de résidence. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc actuellement nous attendons le procès d'extradition qui va se faire la semaine prochaine et le dossier sera vidé complètement. Donc, on espère qu'il n'y a pas eu d'appel du côté du gouvernement béninois parce qu'au niveau de la CPI, il y a eu appel. Donc, est-ce que notre ami Kounké sera encore maintenu là-bas? Non, pas du tout. Le dossier sera vidé. Donc, c'est seulement ce qu'on appelle un procès d'extradition. Est-ce que vous voyez? D'accord. On va aller rapidement du côté de professeur. Alors, professeur, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le cas du Bénin, rapidement? Oui, mais je vais seulement dire que je m'indigne par rapport à ce comportement de Patrice Talon. Nous l'avions dit ici déjà que c'est la même chose que Yahi Boni avait voulu faire à Patrice Talon. C'est ce qu'il est en train de faire, la persécution des adversaires politiques en fabriquant des choses pour pouvoir les arrêter, histoire de salir leur casier judiciaire et par conséquent les empêcher d'être candidats et à même de gagner les élections. Moi, j'ai dit que je n'arrive, c'est ça qui me rend malade en tant qu'Africain. Que si on dit que ce que les autres ont voulu te faire et les gens ont réagi, toi tu peux faire la même chose. Pourtant, on connaît le dicton selon lequel ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et on est en train de transporter nos tares partout, à travers le monde entier. Et les gens se moquent de nous. Le juge espagnol se rendra compte que vraiment, les Africains, là, je ne les comprends pas. C'est comme ça que les gens vont pondre des bêtises partout. Et Patrice Talon, je ne sais vraiment pas ce qu'il a, ce qui lui arrive pour se mettre, pour s'abaisser sur bas, à poser des actes bizarres, bidons comme ça. Vous avez déjà tenté de juger ce gars au Bénin. La justice l'a rendu, c'est pas non coupable, l'a reconnu non coupable. On lui dit, va-t'en, vas-y, va à tes occupations. Maintenant, vous attendez qu'il se déplace pour pouvoir fabriquer un mandat d'arrêt, pour le mettre aux arrêts, vous voulez qu'on le ramène. Qu'est-ce qu'il a fait?
Avant, nous avions pensé que c'était des régimes militaires qui se comportaient ainsi. Voilà. Voilà un régime civil. Même au temps de Kérékou, même au temps du marxisme-léninisme, Kérékou n'avait pas fait ça. Il n'a pas lancé des mandats d'arrêt contre cet adversaire politique partout. Donc non, moi, ça me fait mal. D'accord. Voilà. D'accord. On va revenir. On va aller du côté de Classio, Kotoglo. Monsieur Classio, alors Gabriel, rapidement. J'ai cédé une minute à M. Aruna. Oui. Je n'ai pas fini. Donc... Monsieur Classio, je crois que Monsieur Classio est avec nous. Alors Classio, sur le cas du Bénin, rapidement. D'accord. Monsieur Classio, allez-y. Merci, mon professeur. Je reprends ma minute. Hein. D'accord, je crois que M. Classio n'est pas encore prêt. Alors, professeur. Non, je suis là. D'accord, allez-y, M. Classio, parce que... Non, je pense bien que ce que notre cher ami Patrice Talon est en train de faire actuellement au Bénin est vraiment déplorable pour toute l'Afrique. Il faut qu'on le dise. Vous savez, quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, comme vient de le dire mon ami le professeur, tout le monde disait, à travers même son expression et tout, sa défense face à ce que Yahi Boni lui faisait, nous avions tous dit que l'Afrique aura encore un autre Thomas Sankara, avec ses propos surtout. Mais aujourd'hui, c'est comme si le pouvoir fait quelque chose de mal à nos dirigeants. Ce qui fait que, la clairvoyance manque toujours dans la présidence africaine. Est-ce que c'est la France qui met ça en eux? Je n'aime pas croire en cela. Parce que la France a son intérêt quelque part. Le président africain qui est clairvoyant peut agir comme Thomas Sankara, peut agir comme Mandela. Bon, maintenant, le problème africain, c'est nous. Moi, je n'aime jamais dire que tel pays a une pression sur nous, tout ça là. Non. Il faudrait que mon cher ami Patrice Talon revoie cette stratégie-là. Sinon, je pense bien que les stratégies sont en train de nuire à sa politique. D'accord. Bien que dans le fond, il faut qu'on se le dise, Patrice Talon est en train de faire un travail qu'il faut dire, que le peuple n'a pas compris, s'il faut le dire dès le début. Il est en train de vouloir régler certains problèmes de fond au Bénin, mais la manière dont il entreprend la politique, surtout l'harcèlement des opposants, fait que, ce qu'il est en train de faire ne se fait pas voir. D'accord. On reviendra à vous, M. Kotoglo, on reviendra à vous. Absolument. Gabriel, vous attendez impatiemment. Monsieur je veux profiter les oui, 2 minutes que le professeur m'a donné pour répondre à mon cher le professeur vient de dire qu'il a mal au ventre, je ne sais pas. N'est absolument pas en train de faire quelque chose pour le bonheur des Béninois. Il fait quelque chose pour son propre bonheur. Vous savez que le président Talon détient à lui seul plus de 15 sociétés qui ont la même mise sur le pays directement. Donc, ne confondez pas. Le président Talon est arrivé aux affaires pour ses propres affaires. Il talonne le pays parce qu'il veut protéger ses propres intérêts. C'est pour ça qu'après 3 ans de gestion, allez au Bénin. Le Bénin a régressé. Le panier de la ménagère est toujours vide. Donc ce que nous disons et ce que le président Talon fait, cette lutte, regardez combien d'opposants il y a en exil aujourd'hui. Nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles. Les élections législatives au Bénin seront les plus dangereuses dans la sous-région. D'accord. Je crois que Laurent, on va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir à vous. Merci. Alors, professeur Lawson, je crois que vous aurez encore plus de minutes. Professeur, vous avez une seule minute. Allez-y, rapidement. Oui, non, bon, moi j'ai... Parce que vous avez dit qu'on vous a arraché votre minute, alors vous la complétez. Non, je disais que je cédais une minute à monsieur Aruna. D'accord. Pour qu'il puisse t'aider, ouais. D'accord. Merci. Serge, il faut dire quelque part que Patrice Talon n'est pas aussi mauvais que ça, même si
même s'il il faut toucher certains aspects de sa politique, surtout le harcèlement des opposants, avec cette création des cours et tout ça là. Mais techniquement, il faut dire que Patrice Talon a reconnu tout dernièrement que certains problèmes de corruption au Bénin, bon, il a dit clairement que lui aussi il a bénéficié de ça. Donc maintenant, il faut commencer par mettre des mesures pour que ces choses n'arrivent plus au Bénin. Bon, je pense bien qu'il a commencé par poser un pas qui est très important pour le futur. Mais en ce qui concerne l'harcèlement des opposants et autres, sa politique d'une manière extérieure et intérieure, bon... On va revenir tout à l'heure à vous, M. Classio. On va revenir tout à l'heure à vous. Alors, M. Lawson, alors Patrice Talon est venu au pouvoir pour talonner ses affaires. Est-ce que vous êtes... vous l'approuvez? Bon, je disais que le professeur disait qu'il ne comprend pas et c'est-à-dire l'ensemble de cette histoire, il ne comprend pas. Et mon frère Koutoglo aussi disait que lui, principalement, il ne voudrait pas accuser Patrice Talon. Non, il n'accuse pas Patrice Talon, mais il n'accuse pas l'Occident d'une manière générale de nos problèmes. Et je voudrais dire que le professeur devrait comprendre et que ce qui nous arrive, c'est que on s'est abandonné à ces gens-là. Vous voyez, on ne peut pas être agrégé de droit et continuer par appliquer le droit positif qui est le droit occidental. Ça voudrait dire, par exemple, si toi, Serge et moi, on a un problème maintenant et que vous avez raison sur moi, je peux me payer le service des avocats et tu deviendras le coupable, je serai libre. Ça, c'est le droit occidental. Est-ce que nous ne voyons pas que nous sommes imbibés dans quelque chose qui nous entraîne dans les égouts? C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire, on s'est abandonné à ces gens-là. Tout ce qu'ils nous donnent, on le fait. Et c'est ce qui se passe. Tout ce que Talon est en train de faire, lui, il trouve ça, bon, quelque part normal. Et si qu'on dise qu'il est bon ou pas, il le fait par rapport à ceux qu'il servent. Vous voyez. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ces choses sont des actualités pour nous, mais nous devons nous bâtir nous-mêmes. Tant qu'on ne se bâtisse pas et on continue dans ce sens-là, on ne va jamais y arriver. D'accord. D'où le problème du Bénin actuellement. D'accord. Merci donc, Lawson. Alors, Gabriel Adona depuis Lomé. Alors, nous passons rapidement au Sénégal, où il y a eu au moins deux bonnes personnes, deux personnalités qui ont été mises à l'écart par les 7 juges, juges de la Constitution. Alors, voyant aujourd'hui ce cas, le problème de Karim Fouad, voyant aussi le problème de notre ami, après Karim Fouad, il y a Khalifa Sall, M. Macky Sall aujourd'hui est parti parce que ce sont les titans qui pouvaient quand même l'empêcher. Mais on voit le petit Sonko. Alors, Gabriel, est-ce que vous avez les dernières informations sur le Sénégal? Oui, merci Serge. Tout récemment, ou bien si ce n'est qu'hier, dans la nuit, ça nous est parvenu que voilà, ces deux candidats écartés de la Cour constitutionnelle, ces deux candidats n'ont pas l'étiquette d'éligibilité, donc ils ne se sont pas faits, ils ont eu des erreurs le moment où il a fallu qu'ils s'enroulent. Donc, ils n'ont pas pu respecter les principes du règlement intérieur. Donc, ce qui fait que, voilà, automatiquement, ils sont mis à l'écart. Donc, Monsieur Gabriel, ils n'ont pas respecté quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas respecté? C'est-à-dire, le code électoral prévoit que, voilà, avant d'être candidat, il faut avoir au moins l'étiquette d'éligibilité, c'est-à-dire, il faut enrôler, avoir quand même sa carte d'électeur, autre là, tout. Mais semblerait-il que les deux là, bon, ils n'ont pas fait finalement, il y a des antécédents. Donc, on a par ces pour les frapper, et les écarter automatiquement. Donc, c'est ce à quoi moi je reviens sur ce point pour dire tout simplement que voilà, en matière de politique, il va falloir qu'on essaie quand même d'entraider également. La politique, ça, c'est un point seulement où on a des adversaires et non pas quand même
des ennemis. Donc c'est là où nous on a déploré un peu, mais finalement aujourd'hui ils sont écartés de la scène politique. Et donc c'est parti pour le mandat prochain pour qu'ils puissent quand même se faire présenter. D'accord. Alors, professeur, Ouais. vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Monsieur Macky Sall a fait beaucoup d'inaugurations et je reviens encore là-dessus. Il y a des constructions qui ne sont même pas à terme. Les deux candidats qui ont été réellement écartés, est-ce que ça dit qu'ils ne remplissaient pas les conditionnalités ou bien est-ce que, parce que nous avons appris que la carte d'identité de notre ami Khalifa Sall a été bloquée par Macky Sall. Alors comment est-ce qu'il pouvait remplir ces conditionnalités pour être là? Parce que l'ONU a dit de l'autre côté qu'il fallait que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'il y a eu violation des droits de l'homme. Professeur. Mais vous avez déjà répondu à votre question, puisque vous avez dit que Macky Sall a refusé de remettre les cartes d'identité aux candidats alors qu'ils en ont besoin pour compléter leur dossier. Vous savez que déjà Macky Sall avait fait condamner ces gens-là de façon fantaisiste pour pouvoir utiliser le casier judiciaire pour les écarter. Donc, quel que soit le cas, ces candidats étaient déjà partis pour être écartés, puisque la Cour suprême ne pouvait pas aller faire autrement, puisque c'est Macky Sall qui contrôle cette Cour suprême-là. J'ai appris qu'il y a eu des bagarres au sein de cette Cour suprême au moment de délibérer pour recaler ou bien laisser passer les candidats. Bon, moi, je continue par, exprimer mon ras-le-bol par rapport à cette indignité que ces présidents africains sont en train de pondre à travers le monde. C'est ce qui fait que le blanc, même le petit blanc de 2 ans, parce qu'il est le grand frère du noir. Regardez ce comportement-là. On se comporte comme si, on est tellement idiot. Il y a plusieurs manières de se conserver le pouvoir, mais ce n'est pas la manière dont les Africains sont en train de le faire maintenant. Ce n'est pas normal. On ne devient pas président pour dire que non, moi maintenant, dès que je suis président, personne ne pourra être président parce que moi je suis président. Wade avait voulu faire ça, le peuple sénégalais s'est mobilisé, il est parti. Moi, toi tu viens, au lieu de continuer dans le bien pour inspirer les gens, voilà, c'est ça là qui fait que les Africains se désintéressent à la politique. Parce que finalement, on ne pourra jamais trouver ce sein-là en politique en Afrique, qui viendra au moins, on dit au moins cette fois-ci, on sait que tel là, il joue la balle de l'équité, etc. Donc c'est ça le problème. Alors, le gars avait fait ça pour bloquer tout le monde et maintenant il est parti. Mais ce que je dis, s'il laisse ces élections-là libres et transparentes, il va les perdre. D'accord. Parce que Sonko n'est pas un petit candidat, hein. Contrairement à ce que tu viens de dire, Sonko n'est pas n'importe qui. L'adhésion, la preuve, si Sonko était un candidat négligeable, pourquoi Macky Sall envoie ses nervis pour aller attaquer son siège? C'est ça. C'est la violence maintenant qu'il est en train d'utiliser pour, c'est pas, intimider les gens. Et ça, il faut dénoncer ça. C'est une dérive totalitaire. Ce n'est pas normal. On reviendra à vous tout à l'heure, professeur. Alors, monsieur Laosson, vous avez soulevé la main avant qu'on ne passe à notre ami Cassio Kotoglo qui attend impatiemment. Alors, Laosson. Oui, moi, je voudrais dire tout simplement que je conclue en disant que... vous n'allez pas conclure. Non, je conclue un peu en disant qu'il n'y a pas finalement de démocratie. Puisque, regarde, le professeur vient d'expliquer tout ce qui se passe au Sénégal. Regardez, nous avons quitté le Togo, passant par le Bénin, nous sommes arrivés au Sénégal, c'est la même chose. Pourquoi ces gens se comportent comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, pas sur le plan humain, mais il n'y a pas d'alternative sur le plan politique dont on parle. Nous avons avalé une politique qu'on nous a donnée et on continue dans ce sens. Vous pensez que ces gens se comportent comme ça et c'est pas eux-mêmes? Non. Il y a un piston quelque part. C'est le système. Parce qu'ils sont couverts par ce système-là. Vous voyez. Et ce système qui amène encore beaucoup de crédits regardez qu'il faut rembourser. Donc Macky Sall est financé, n'est-ce pas? Il est financé. Les milliards qu'on lui a donnés. Et il construit les routes, les aéroports, tout ça là.
pour tromper les gens. Nous avons reçu aussi un message pour dire que tous les crédits que Macky Sall a amassés, il a pris encore un peu dedans pour pouvoir faire sa campagne. Mais bien sûr, Bien sûr. il a pris un peu pour faire sa campagne et le reste, il va prendre pour amadouer le peuple. Mais Et puis, monsieur Lapson, si c'était vous, est-ce que vous n'allez pas prendre aussi un peu dedans? si c'était moi, mais ce n'est pas moi. C'est le langage-là. Ce n'est pas moi. Attendez que ce soit moi pour que vous jugez, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore moi. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit honnête quelque part. Vous savez, ces gens, ils sont poussés par le système. Tout simplement que Eux voilà, tous. Ces dirigeants, ils sont poussés par le système. Ils s'en foutent pas mal de la ménagère. Parce que on a l'impression que aller voter, c'est ça qui va nous sauver. Non, 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 le vote ne va pas nous sauver. Jamais. Parce que si vous voyez l'espoir que nous avions eu quand ces nouveaux présidents venaient, vous avez vu, quand Ouad était venu, vous avez vu l'espoir qu'il y avait eu. Vraiment, On a cru qu'il y aurait un changement. Et voilà, Ouad, on a vu ce qui s'est passé. Il est parti, Macky Sall venait, dès les premiers jours, c'était une joie. Et voilà ce que Macky Sall, c'est le même cas au Bénin. Ça veut dire que les promesses n'ont pas été tenues. Pour moi, il va falloir appliquer cette alternative dont je parle depuis. On s'est abandonné. Quelle est cette Alternative, c'est qu'il faut revenir sur nous-mêmes. Revenons sur nous-mêmes. Parce que l'Europe, quand on a parlé des siècles lumière, c'était les musulmans qui ont appris, les Arabes qui ont appris aux Européens ce que leurs ancêtres faisaient. Et quand les Européens ont pris ça 4e, 9e et 14e siècle, les Arabes ont appris aux Européens que c'est leurs ancêtres qui ont fait ceci. Quand ils ont appris que, voilà que ce sont nos ancêtres européens qui ont fait ceci, ils sont retournés. D'où l'étude ils sont retournés à la Grèce, ils sont retournés à Rome. Moi, je voudrais que l'Africain retourne à Tombouctou, que l'Africain retourne à l'Égypte et appliquer cela aux vraies réalités que nous avons aujourd'hui. Ce que je dis est très important. Il faudrait pas... Parce que nous suivons tellement les autres que nous n'avons pas d'alternative. Il faut comparer. Avant de prendre chez l'autre, il faut avoir pour soi. Et faire une comparaison. Mais nous prenons chez les autres... Mais si la communauté internationale est toujours à votre aise, vous êtes là, on vous propose... On nous propose, c'est parce que... Vous êtes obligés d'être... Non, nous ne sommes pas obligés. C'est parce que c'est la volonté qui manque. C'est la volonté qui manque. Ce n'est pas, je ne dis pas, il faut retourner en arrière et faire ce qu'on faisait. Non. Il faut adapter ce qu'on faisait aux réalités d'aujourd'hui. On peut le faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas la volonté de le faire que nous sommes obligés de nous accrocher à ce que les autres nous donnent. Et on va continuer par avaler. Nous serons toujours dedans. Je dis qu'il n'y a pas de démocratie. Ces gens, ils nous trompent. C'est une diversion. Il faudrait qu'on revienne. D'accord. Professeur, vous avez soulevé la main avant d'aller chez Classio Kotoglo. Oui, mais c'est pour dire que le lait de toutes les vaches est blanc en Afrique, chez les présidents africains. Bon, pour revenir à ce que Rodrigue a dit, Rodrigue ne propose pas un retour karma au passé. C'est ce que les Ghanéens ont appelé Sankofa, c'est-à-dire, tu es en train d'avancer, regarde derrière avant de continuer. C'est ce que Rodrigue propose, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ces blancs-là ont volé beaucoup de choses de chez nous. Ils ont magouillé ça, maintenant c'est ça qu'on achète, déjà emballé, et on consomme sans réfléchir. Je suis d'accord. D'accord. Merci donc, professeur. Alors, monsieur Aruna, on reviendra à vous, patientez-vous, parce que monsieur Classio Kotoglo, vous avez la parole. Oui, bon, mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses déjà. Je salue Rodrigue sur un point que j'apprécie beaucoup, sur l'identité. Il faut que l'Afrique reconnaisse son identité. C'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Prenez par exemple, si on prend le cas du Sénégal, on prend le cas du Togo par exemple. Et d'ailleurs, certains leaders sont en train de proposer cela. Il faudrait tout simplement qu'on fasse le maillage du territoire, reconnaître l'identité de chaque zone, de chaque communauté, et puis ensuite soutirer tout de cette communauté avec cette identité, et puis ensuite faire la lutte contre les dictateurs. Le problème de l'Afrique, c'est la dictature. Il faut mettre fin à la dictature. Les présidents nouveaux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se basent maintenant sur des acrobaties des lois pour pouvoir jouer avec la dictature. C'est ça. Donc, pour pouvoir sortir de ce siècle-là, il faudrait que les Africains se reconnaissent. Il faut que les Africains s'entraident comme
dès le départ et pour qu'ensemble, nous puissions avoir ce trésor pour pouvoir faire partir ce qu'on appelle la dictature, faire partir ce qu'on appelle les Blancs. Oui, nous... Alors, Monsieur Classio, oui. Alors vous parlez de faire disparaître la dictature. Alors comment est-ce que vous allez procéder? Parce que nous sommes là toujours pour parler, mais les propositions concrètes, la dictature, comment vous allez faire partie de la dictature? Parce que c'est en parlant que vous allez faire partie de la dictature? Non, moi j'ai toujours proposé, c'est ça que nous sommes en train. Moi j'ai toujours proposé 2 plans. Aujourd'hui, je viens de démontrer ce que Rodrigue est en train de dire. Il faut préparer les peuples spirituellement et physiquement pour que les peuples puissent affronter la dictature. Et là, nous allons gagner. Secondo, il faut aller avec des moyens qu'il faut pour pouvoir faire disparaître la dictature. La dictature, c'est quoi? C'est ces présidents, ces petits présidents forts et autres là qui sont en train de jouer avec le peuple. Donc, il faut d'abord faire disparaître cette dictature avec les moyens, si vous voulez que je le dise, c'est ça, la reconnaissance de l'identité. Il faut préparer spirituellement les peuples, les jeunes devant, pour qu'on puisse mettre fin à la dictature. On reviendra tout à l'heure à vous. Voilà, Monsieur Classio, on va revenir tout à l'heure à vous pour essayer de faire votre développement. On va maintenant du côté de notre ami, l'honorable Aruna, qui attend impatiemment. Alors, Aruna, vous connaissez réellement la politique sénégalaise. Alors, oui. On vous laisse le choix de nous instruire. Merci beaucoup. Je voudrais préciser ici que la Cour constitutionnelle sénégalaise est en train de faire du tort aux Sénégalais et du tort à toute l'Afrique. Donc, nous allons faire le diagnostic de cette façon. Nous avons connu des présidents dictateurs. Je parle de Yacine, je parle de Mobutu, etc. Mais aujourd'hui, ce que nous assistons, ce à quoi nous assistons plutôt, c'est ce qu'on appelle de la dictature cyber, c'est de la dictature numérique. C'est-à-dire des gens comme Patrice Talon, Macky Sall se réfugient, si vous voulez, sur la nomenclature nouvelle pour, comment dirais-je, voler le peuple. Donc, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. C'est prémédité. De 27 candidats, nous sommes arrivés à 5. Et finalement, la façon fantaisiste qui a été faite pour éliminer Khalifa Sall, surtout le cas de Khalifa Sall, est anticonstitutionnel. Les hauts juristes sénégalais et même français ont dénoncé le cas. Donc ne parlons plus de Karim Wade parce que lui, il était piégé à l'entame. Je voudrais préciser ici que le président Wade a failli sur des points politiques, mais sur le plan économique et sur le plan de l'infrastructure, le président Wade a vraiment été, comment dirais-je, présent au niveau des Sénégalais. Donc, maintenant, Macky Sall, aujourd'hui, est en train de faire du n'importe quoi. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau de Sonko. Son siège a été saccagé, mais vous voyez la solidarité entre Africains. Atepa, l'architecte, un candidat qui a aussi été recalé de façon fantaisiste, a mis à la disposition du candidat Sonko son siège. C'est ça la solidarité. Et je pense qu'à cette allure, nous allons avoir une leçon vraiment de solidarité au niveau des candidats en ce qui concerne le Sénégal. Alors, l'honorable, oui. Allons droit au but, parce que on va plus parler de Karim Wade, on va plus parler de notre ami Khalifa Sall. Le dossier est déjà bouclé. Alors, Monsieur Sonko aujourd'hui, qui est un candidat charismatique qui fait vibrer le Sénégal, est-ce que vous croyez que les résultats qui vont sortir des urnes vont être des résultats, en tout cas, mieux pour pouvoir parler de cette démocratie sénégalaise dont on a toujours parlé? Je ne crois pas, parce que si vous voyez l'échiquier aujourd'hui, il y a un problème de carte d'électeurs au Sénégal. Donc, le Macky Sall veut jouer à deux niveaux. Il a réussi à réduire
tous les candidats à 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va jouer un chaos. Et ce chaos se fera, si tu veux, c'est ce que j'ai appelé cette dictature numérique. Donc nous allons avoir une sorte de tripatouillage au niveau du Sénégal. Sinon, si les élections se passaient de façon transparente, allez écrire, j'ai dit ça aujourd'hui, il y aura Macky Sall peut-être premier, second Sonko, troisième Idrissa Seck. C'est ce qui va se passer au Sénégal. Et je vois. Donc il n'y aura jamais quelqu'un qui va gagner les élections à l'heure actuelle au premier tour au Sénégal. Mais s'il y a un second tour, les dés sont pipés parce que tous les candidats vont faire un ralliement autour du candidat face à Macky Sall et le destin du Sénégal va changer pour toujours. Et ce destin tourne autour de Sonko. Ça, c'est clair. Ils ont tout fait. Alors, professeur, autour de ce que notre ami est en train de débattre, est-ce qu'il n'y aura pas une défaillance quelque part? Parce que nous avons beaucoup de candidats, nous avons l'opposition, mais chacun a son opposition. Ça veut dire que l'opposition elle-même a son opposition, Macky Sall aussi a son opposition. Est-ce qu'il n'y aura pas une défaillance à ce niveau-là, quand on va au deuxième tour? Oui, après moi, il faut donner la parole à Adona depuis Gabriel. Monsieur le professeur, allez-y. J'ai vu Adona, je lui donne la parole tout à l'heure. Je pensais que tu ne le vois plus. Allez-y, monsieur le professeur, allez-y. Non, lorsque les gens me disent que chacun a son opposition, moi, c'est un débat que souvent je n'aime pas mener. Il n'y a pas deux oppositions. Au Sénégal, à l'heure actuelle, il y a seulement un pouvoir et il y a une opposition. Une opposition qui essaie, n'est-ce pas, d'apporter le changement à la tête du pays. Donc, lorsqu'on me dit qu'il y a des oppositions, aujourd'hui, non, ça ne se fait plus sentir. À partir du moment où, il s'appelle comment, Macky Sall a poussé tout le monde. Tout le monde a maintenant un même destin. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi l'architecte qui a été recalé a rapidement demandé à Sonko de venir occuper pour pouvoir continuer sa campagne. Ça veut dire que nous avons maintenant un seul ennemi. Et le seul ennemi, c'est Macky Sall qui est en train de vouloir demeurer président, quel que soit le prix. Et là, on ne va pas l'accepter. Donc, pour votre information, en tant que personne de nationalité africaine, je viens de voter pour Sonko avant les élections. D'accord. Alors, Gabriel, est-ce que vous votez aussi pour Sonko? Très bien, professeur. Très bien. Gabriel. Je suis le second. J'emboîte mon pas et je suis le second. Voici mon bulletin. Gabriel, vous avez la parole. Moi, je souhaite juste une alternance normale au Sénégal. D'accord. Gabriel, je crois que vous avez la parole, Gabriel. Oui. Oui, merci. Moi, je vais essayer de résumer seulement un peu tout le problème de l'Afrique à un seul point. Tout simplement, la dictature, on parle de la dictature aujourd'hui en Afrique, mais il y a une source de cette dictature-là. La source de cette dictature, nous le connaissons tous. C'est la France. Si je vous demanderais, tout simplement, vous qui êtes au niveau de la diaspora, de formuler tout simplement une petite plainte contre la France et les ressortissants du Sénégal, du Togo, du Bénin, et du Burkina, un peu partout, vous allez vous concerter et essayer d'introduire une plainte contre la France. Et dans cette plainte-là, nos doléances seront expliquées. Parce que les présidents africains aujourd'hui, ils ont aussi une pression. Regardez ce qui s'est passé également et tout récemment au Gabon. Hein? Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Non, Monsieur Cassio, laissez Gabriel aller jusqu'au bout de ses idées. Il y a une baguette de pression derrière nos leaders africains. Donc ils sont dans l'obligation de respecter ça, sinon ils auront quand même leurs conséquences. Je m'arrête de la première. D'accord. Monsieur Cassio, rapidement. Oui. Vous savez, très souvent, je m'inscris en faux contre cette... je m'inscris en faux par moment contre cette assertion
dire que la France a des armes, la France a ceci derrière tel leader. C'est la manière et la personnalité du leader qui est en place qui pose problème. C'est vrai. Vous savez, quand un président vient au pouvoir, normalement, à travers des urnes, et que le président est là, un président clairvoyant, le président est clairvoyant, la France n'a rien à faire derrière ce président. Il faut que nous arrêtons certaines pratiques que nous sommes en train d'inculquer à la pensée des Africains. Moi, Classio, si demain le peuple togolais me choisit en tant que président, je vais varier le pouvoir. Je suis libre de choisir celui avec qui je peux traiter. La France ne me fera rien. Si la France tue aujourd'hui, la France a tué s'il vous plaît, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y aura un coup d'État automatiquement qui va se passer. On va revenir en Côte d'Ivoire tout à l'heure. Ce sont les pratiques palpables que nous sommes en train de vivre en Afrique. Il ne faut pas se résigner. Il est actuellement à la CPI. Mon frère, mais on a vu ce qui s'est passé. Nous allons mettre... Est-ce que vous pouvez me donner une minute? Nous allons mettre fin à tout ça là, monsieur Gabriel. Est-ce que vous pouvez me donner une minute? Non, mais je pense que vous l'êtes. Je crois que laissez Classio Kotoglo continuer. Je serai obligé de vous couper pour arriver à la RDC. Classio, allez-y. Le problème de la Côte d'Ivoire est simple. Laurent Gbagbo, arrivé à un moment, nous n'allons pas faire l'histoire. Monsieur Classio, maintenant on est sur la Côte d'Ivoire. Nous attaquons maintenant directement la Côte d'Ivoire. Allez-y, c'est le point de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a bien démarré. Ce que Rodrigue est en train de dire, c'est ça. Il faudrait que quand tu es un bon président, tu es élu par le peuple et tu es bien assis, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il faut que nous reconnaissons notre identité. La France a trouvé des failles pour venir en Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez le Congo. Non. Aujourd'hui, vous voyez le Congo. Vous voyez la République démocratique du Congo. Bien sûr. L'alternance que Joseph Kabila est en train de faire. Les gens, nous avons tous dénoncé cela. Ok, nous avons tous dénoncé cela parce que ce n'est pas le gars Félix qui a gagné et tout ça là. Mais si le retour à l'identité dont nous parlons, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il vient à utiliser ce pouvoir, vous allez voir que Congo va partir pour toujours. Oui. Mais si Congo arrive à un certain moment et rentre encore sur les pas de la France, qui commence déjà à la féliciter et à proposer déjà ces services que je vais travailler avec vous, et ils font une petite erreur en rentrant dans la danse, vous allez voir que Tshisekedi sera sauté. C'est ça la réalité. Voilà, je pense que le problème... Il est resté ferme, c'est ça qui lui a coûté. Non, il y a laissez-moi intervenir s'il vous plaît. Le problème ici c'est quoi? Je pense qu'il faudrait recentrer le débat. C'est-à-dire ce que vous les deux, je vois l'engagement. Ce que monsieur Adonai est en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est un peu la réelle politique. C'est-à-dire qu'il se dit, mais comment peut-on, pourquoi un jour on ne peut pas se démettre de la France à Afrique? Parce que d'abord, si on repart à l'origine, la colonisation, nous ne possédons pas notre propre franc français, nos budgets sont financés par la France, etc., notre langue, donc c'est un problème de fond. Donc maintenant, au niveau de Classio, ce qu'il dit, c'est-à-dire un leader qui a la vision, et comme Sankara, et comme le Libyen, Kadhafi, sont arrivés avec une gouvernance claire et une gouvernance d'identité, comme tu le dis, le panafricanisme. Donc, ils ont tout fait pour étouffer ces mouvements. Ils ont tout fait pour étouffer ces mouvements. Aujourd'hui, Gbagbo, à la Haye, c'est la dictature de la France contre un nègre. Donc c'est ça le problème. Donc je pense que vous les deux, vous d'accord. Je crois que les deux parlent le même langage. Alors, on vous arrache la parole. On va aller du côté de notre ami Rodrigue et on revient tout à l'heure à vous.
Mais est-ce Monsieur que Rodrigue, on peut allez-y. vraiment libre de la France à cause de ces réalités qui existent? Toute la question, elle est là. Et je pense que, Monsieur Serge, nous pouvons aller directement sur le débat où des pays européens aujourd'hui défendent aussi l'Afrique. Et des pays comme l'Italie. Oui, on a prévu ce débat. C'est un autre débat. On va revenir. C'est un autre débat la semaine prochaine. Alors, Lamson, allez-y. Bon, moi, je vais commencer très rapidement par ce que l'honorable disait, que les pays européens nous soutiennent. Moi, je dis automatiquement non. Bon, ils peuvent nous soutenir comme ils veulent, mais je sais, c'est parce que leur intérêt est en jeu. C'est parce que l'Italie se sent menacée par ces réfugiés qu'elle est entrée en jeu. Parce que depuis que cette histoire des Africains mourant dans l'océan a commencé, on n'a jamais vu l'Italie lever le petit doigt. C'est parce qu'ils sont débordés, qu'ils sont finalement, ils ont finalement commencé par lever le petit doigt. Bon, et ça rentre quand même dans la danse que nous faisons, on l'accepte. Ce que je voudrais dire, c'est que sur le point de M. Classio et de Gabriel, le problème c'est le maillage du territoire africain d'une manière générale, comme le disait Koutoglou. Si c'est que tout en suivant l'actualité, nous faisons à côté ce travail de mobilisation du peuple africain, parce que vous voyez, les présidents viennent avec volonté, mais tout de suite ils sont dégagés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cette légitimité que le peuple leur donne. Le peuple n'a pas le pouvoir de les protéger. Donc quand un président vient automatiquement avec sa volonté, comme Gbagbo, Sankara, tout ça là, il y a facilité de les dégager. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une protection qui est là. Regardez, Gaddafi qui dit, je dépose plus de 80% du budget pour faire l'Union africaine, pour faire les États-Unis d'Afrique, pour faire la monnaie africaine, automatiquement, tout le monde sait pourquoi on dégage Gaddafi, mais personne ne peut réagir. Parce que les peuples africains ne peuvent pas protéger leurs leaders. Ils n'ont pas les moyens. Donc, pour avoir les moyens, je ne peux pas venir manger dans ta maison et me lever contre toi. Ce n'est pas possible. Il faudrait que j'ai ma nourriture quelque part. À moi-même. À moi-même. Il faudrait que... C'est ce que moi je dis toujours. Que tant que nous n'aurons pas pour nous, et on va toujours consommer dans le plat des autres, on ne pourra jamais y arriver. Je ne refuse pas. Pour le moment, on consomme, n'est-ce pas? Je consomme, j'évolue. Mais je prépare pour moi quelque part. On peut le faire. Et c'est pourquoi nos présidents viennent avec la volonté, 2-3 jours, quand on sent qu'il y a la volonté, on le saute. Regardez Gbagbo. Quand on a sauté Gbagbo, si vous vous souvenez très bien, il y avait un mois avant l'élection en Côte d'Ivoire, il y avait l'élection en Biélorussie. Si vous vous souvenez très bien, il y a un certain Loukachenko qui s'est proclamé président et automatiquement a mis tous les opposants en prison. Mais c'était aux yeux de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. On a l'impression que la démocratie se fait à double tranchant. Quand c'est en Afrique, on vient, on soutient ce qui les arrange. C'est-à-dire, il y a toujours les candidats des Occidentaux, ils ont leurs candidats. Comment un pays divisé comme la Côte d'Ivoire, on pousse le président à organiser les élections dans un pays divisé? Comment est-ce possible? C'est quel genre de démocratie? Et si le pays est divisé, vous dites, allez organiser les élections, ça voudrait dire que vous avez votre président préparé à côté. Et maintenant, ce qu'ils font aussi, ils nous disent, ayez vos institutions. Faites en sorte que vos institutions soient solides. Maintenant, quand on organise les élections en Afrique et que les institutions proclament les résultats et que ce n'est pas le candidat de l'Occident qui gagne, automatiquement, l'Occident a son institution à part de proclamation des résultats. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire et ça a risqué de se passer en République démocratique du Congo. Mais est-ce que ça ne s'est pas passé en République démocratique du Congo? Non, mais actuellement, je crois que... si vous avez réellement les informations, vous allez savoir que tout a été préparé, monsieur. Non, mais c'est ce que je dis. Ça s'est passé, puisque automatiquement, après qu'on a annoncé les résultats provisoires, c'est le ministre français qui saute au micro pour dire que ce n'est pas le résultat que l'Église catholique a compilé. Et finalement, ils sont partis maintenant pour l'inauguration. Oui, ils sont partis pour l'inauguration. Quoi de plus normal? Moi, je soutiens cela. Même si ce n'est pas vrai, je soutiens cela. Il faudrait quand même que l'Afrique donne
elle-même une valeur à ces institutions. Vous comprenez? D'accord. Même si ces institutions viennent d'eux, il faudrait qu'on leur donne une valeur. C'est parce que les résultats de la Côte d'Ivoire ont été proclamés à quel hôtel Ivoire, n'est-ce pas? D'accord. Je crois qu'on va aller plus rapidement. Je voulais remercier nos amis qui sont via Facebook, à commencer par Don Victor. Merci d'être avec nous aussi. Madame Mary, merci d'être avec nous. Vous nous faites l'honneur de regarder Tempo Afrique sur Facebook. Alors, Classio, nous sommes en Côte d'Ivoire. Au même moment en RDC. Alors, en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a été libéré, mais on nous dit que de l'autre côté, la procureure qui a fait quand même l'appel, donc il faudrait qu'il soit maintenu en attendant que l'appel se fasse. Alors, Classio, quoi de normal? Qu'est-ce que vous pouvez dire vis-à-vis de ce qui se passe? Est-ce que c'est un coup pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire avant que Laurent Gbagbo n'arrive, ou bien alors, Cassio? Non, il faut dire que c'est l'Afrique qui est en train de bouger. C'est que les Africains commencent par faire bouger l'Afrique. Le cas Gbagbo, ça fait une histoire pour l'Afrique. Gbagbo sera libéré. Moi surtout, j'aime le sang-froid de Gbagbo. J'aime le sang-froid de Blé Goudé. Et j'aime comment le peuple africain est debout. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin que le peuple africain, c'est-à-dire il n'y a pas des Ivoiriens à part, il n'y a pas des Togolais à part. Nous pouvons venir à bout de tous nos oppresseurs, de ces présidents qui soutiennent Alassane Ouattara, le chef rebelle, le chef tueur des Ivoiriens. Moi, je suis certain, très certain, d'ailleurs, que ces appels, c'est que les gens étaient vraiment étonnés de la joie, de l'émotion continentale. Et ils veulent vraiment vérifier certaines choses avant de libérer Gbagbo. Gbagbo sera libéré et j'ai cet espoir, un espoir incontournable. Et lorsque Gbagbo sera libéré, vous verrez que l'Afrique sera bientôt libérée. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai même pas de problème sur... D'accord. Monsieur Cassio, Monsieur Cassio, nous avons un coup de fil depuis la France. Vous allez nous excuser? Allô, bonjour monsieur, vous voulez participer à l'émission? Allô, je crois qu'on a été entrecoupé, sinon on a eu un coup de fil depuis Paris. Alors, monsieur Cassio, continuez. Monsieur Cassio, continuez votre intervention. Monsieur Cassio, je crois que monsieur Cassio... J'ai l'espoir que Gbagbo sera libéré, et si on ne fait pas attention, le retour va s'appliquer en Côte d'Ivoire avant la fin du monde. Celui qui a tué ira prendre la place de Gbagbo. Et moi, publiquement, je demande à Guillaume Soro de continuer toujours à demander pardon pour que Dieu puisse agir sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, professeur, rapidement, sur la Côte d'Ivoire. Bon, sur la Côte d'Ivoire, nous allons dire qu'il ne faut pas oublier ce débat sur le franc CFA qui se mène. Toute la politique africaine est liée au franc CFA. C'est-à-dire que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, toutes les basses besognes que, comment l'appelle-t-on, la France a essayé de jouer contre l'Afrique, c'est lié au franc CFA. Je viens de lire un texte où un ami disait qu'en Suisse, il est allé au Forex Bureau, là où on échange l'argent, et il a vu presque toutes les devises, y compris la monnaie du Vietnam. Mais quand il a cherché le franc CFA, il n'en a pas vu. Et il a demandé à la dame qui est là, mais pourquoi le franc CFA n'est pas ici? Après quelques minutes d'hésitation, la dame est revenue. Elle dit non, vous savez mon frère, le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est une devise émise par le trésor français. Seul le trésor français peut garantir l'échange du franc CFA. Ce qui veut dire que c'est du papier comme ça
comme une feuille volante que nous sommes en train de dépenser. Voilà pourquoi sur le plan même valeur, le franc CFA qui a des millions, ça ne vaut rien. Parce qu'à la base, c'est un papier volant. Donc c'est pour vous dire que la France, c'est un État criminel. Elle nous a servi. L'esclavage a pris fin, ça fait presque 105 et quelques années, mais elle a gardé l'Afrique esclave à travers le franc CFA. On fabrique notre monnaie dans deux petites, c'est pas... à Chamalières. Quelque part, en France. Et c'est nous. Vous vous rendez compte alors, tout ce qui arrive à Gbagbo, à tous les présidents que la France a fait assassiner, tout ça là était lié au franc CFA. Parce que tous les présidents, quand vous les regardez, vous les répertoriez, tous ceux qui ont été assassinés, Modibo Keïta, comment l'appelle-t-on, Sylvanus Sonopio, tous ont été assassinés parce qu'ils ont parlé d'une monnaie indépendante de l'Afrique. Donc c'est pour vous dire que le débat que le vice-président, premier ministre italien vient de relancer, je demande à tous les Africains de s'en approprier et de mener un combat farouche. C'est ça. Pour enfin bouter hors d'état de nuire la République française et ses dirigeants voleurs. D'ailleurs, hier, je l'ai déjà fait le jeudi. D'accord. J'ai rejoint le groupe de Kémy Seba. Oui, oui. On va parler de cela la semaine prochaine. Le grand débat est fait pour cela. Alors, Gabriel, rapidement, avant d'aller sur notre ami, l'honorable, et puis revenir dans ce studio. Allez, Gabriel, allez-y. Ouattara a dit que le franc CFA est bon pour l'Afrique. D'accord, Gabriel, rapidement. Oui, en fait, vous demandez que je concluse mon mot de fin, non? Monsieur Gabriel, nous sommes sur la Côte d'Ivoire et la RDC. Ah, voilà. Bien, pour ce qui concerne... Ok, pour ce qui concerne la RDC, bien, en fait, nous venons tous de suivre leur scène. Et étant donné que voilà, le candidat que l'opinion internationale, le candidat que la France et ses consorts désirent n'est pas quand même au-dessus, mais c'est plutôt Félix Tshisekedi qui a pris la tête. Et finalement, Dieu merci que voilà, on dirait que bon, eux-mêmes ils se sont entendus et ils sont venus quand même soutenir quand même la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Alors, déjà, automatiquement, ici, nous avons déjà appris tout simplement que voilà, il y a des choses qui se sont préparées en coulisses. Des choses qui se sont préparées en coulisses avec Félix Tshisekedi avant qu'il ne vienne. Donc, déjà, vous allez voir, moi je prédis ça automatiquement, le moment où ça va commencer tout de suite, le gouvernement de Félix Tshisekedi va commencer à travailler, vous allez voir tout simplement que voilà, ça va changer. Ce ne sera plus l'attente des Congolais. Ce qu'attendaient les Congolais, ce ne serait plus ça. On va essayer de vivre tout simplement le cas de Patrice Talon ici et au Bénin à côté. Non, c'est ce qui va se passer. Tout le monde pense que voilà, c'est l'Eldorado, Félix Tshisekedi qui viendra quand même créer l'Eldorado de la RDC, mais les choses bon, ça c'est moi qui le prédis ici parce que ce sont les choses. Mais néanmoins, de toute façon, ce que nous avons vu, comment se fait-il que la France, qui nie ce candidat, international et l'Union africaine, eux, ils ont tous refusé Félix Tshisekedi, mais finalement, à un moment donné, ils ont automatiquement accepté et venir le soutenir. C'est un jeu pour rentrer et trouver la faille. D'accord. De l'autre côté, oui. L'honorable, la Côte d'Ivoire, la RDC, allez-y. Merci beaucoup. Donc, rapidement, la Côte d'Ivoire, c'est clair, hein, c'est pratiquement un procès politique. Hein. Le procès, c'est un procès politique. Vous savez, le 24, Fatoumata Bensouda a déposé l'exception dont elle parlait, et elle a dit, elle a reconnu que voilà qu'elle est pour une libération conditionnée. C'est-à-dire que Gbagbo sera libéré jusqu'à ce qu'elle puisse faire appel. Donc c'est ça qu'elle a appelé libération conditionnée. Et cela rejoint la thèse de Ouattara qui veut au fait que Gbagbo soit libéré, et qu'il soit libre dans un pays, dans une prison à ciel ouvert. Elle se voit donc, et qui ne revienne jamais en Côte d'Ivoire, en tout cas jusqu'à
et pour qu'il puisse aller aux élections. Et vous savez qu'il est en train de dire qu'il sera candidat en 2020. Donc, ce qui se passe, au fait, le 29, l'avocat de Gbagbo, Maître Ati, va répondre par rapport à l'allégation de Fatoumata Bensouda. Donc, et le premier, il y aura ce procès qui dira effectivement si Gbagbo doit être détenu en prison ou pas. Donc, c'est ce qui conduit à la confirmation que c'est un procès politique. On ne veut pas que Gbagbo puisse être libre parce qu'une fois Gbagbo libre, il va en Côte d'Ivoire, le pouvoir de Ouattara est tombé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et par rapport à la France, et c'est là où les Africains, nous sommes obligés de pousser la réflexion. Est-ce que vous voyez? Chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, vous voyez ce qui se passe avec Gbagbo, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour nous apporter quelque chose de nouveau où l'Africain va encore applaudir et dire que bon voilà, c'est la France, c'est-à-dire puisque la France est en train d'être décriée au niveau de l'Afrique. Donc, et quand on a libéré Gbagbo, la France, tout le monde, on a dansé, on a crié, on a dit, ah, Emmanuel Macron, il est 10 fois mieux que Sarkozy. Donc, on voyait une certaine justice rendue aux Africains. Donc, mais nous avons ri et notre riz était court. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les Français veulent faire, c'est redonner une nouvelle image de la France tout en nous exploitant encore. Et c'est le signal qu'ils semblent donner. Et nous attendons. Le premier, je vous assure tout. Si le premier, le procès, comment dirais-je, d'appel, en ce qui concerne la détention de Gbagbo, n'aboutit pas à une libération plus simple de Gbagbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une reconversion de l'Afrique. C'est une autre façon de France-Afrique où il faut beaucoup compter et bannir et enlever des dictateurs comme Ouattara et comme D'accord. Macky Sall. D'accord. On va revenir tout à l'heure à vous pour terminer avec la RDC. Mais on revient rapidement dans le studio. Alors, Lawson. Oui, je commence par là où l'honorable... Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire et la RDC. Vous combinez en même temps les deux? Je combine les deux, bien sûr. Je commence par là où l'honorable a laissé. Pour le problème de Gbagbo, je dirais simplement que c'est une abomination. Oui. Ce n'est pas un procès. Ça, c'est une abomination. Et c'est là encore la faille du droit positif occidental. Comment vous pouvez concevoir que des juges aient acquitté des détenus? Quel est le sens du mot acquitté? Et c'est du jamais vu. Si vous avez acquitté quelqu'un après 7 ans de procès, ça voudrait dire que, et après 7 ans de procès et d'enquête, ça voudrait dire que ces gens-là sont purs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à leur reprocher. L'acquittement veut dire quoi? Maintenant, on acquitte les gars et subitement, on nous dit, bon, voilà, et l'acquittement n'était pas écrit, et puis c'était des choses prononcées verbalement, et que, bon, qu'on attend... Il faut les écrire pour pouvoir... Et qu'on attend et que l'autre dépose des recours. L'honorable l'a déjà dit. Si jamais on libère Gbagbo... Mais on nous disait qu'il faut qu'un pays l'accepte avant. Oui, tout ça là, c'est des manigances. Tout ça là, c'est des manigances pour que les élections de 2020, je ne sais, c'est 2020 en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? 2020, pour que les élections de 2020 puissent passer. Si les élections de 2020 passent et qu'ils placent encore peut-être Ouattara est là, ils peuvent encore trouver des accrochages pour pouvoir libérer Gbagbo. Mais pour le moment, si jamais on libérait Gbagbo, que ce soit Gbagbo ou Blé Goudé, ces gens reviennent au pouvoir automatiquement. Parce que regardez toutes les élections passées en Côte d'Ivoire quand Gbagbo était en prison. Aucun de ces élections, aucun taux de participation n'a dépassé les 20%. Donc vous comprenez que si plus de 80% de la population en Côte d'Ivoire a boycotté les élections durant presque les 10 ans de Ouattara, ça voudrait dire quelque chose. La France a compris ça très rapidement. Le procès Gbagbo à la CPI, c'est un procès entre les Africains et la France. Parce qu'ils ont vu clairement l'engouement que cela a donné. Même depuis que
depuis qu'il ne parlait pas de libération, regardez partout en Afrique, c'est le nom Gbagbo. Et la France a commis une erreur. Ils ont amené Gbagbo, en amenant Gbagbo à la CPI, ils ont encore donné du poids au panafricanisme. Ils ont soulevé le panafricanisme en amenant Gbagbo à la CPI. Donc je dirais encore que le problème qui se pose avec la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même chose qui se pose en RDC. Et pour la RDC, les Africains doivent faire attention. Comme le frère l'a déjà dit, si les Africains ne sont pas vigilants, ce qui, comme à Joseph Kabila, ne va rien changer. D'accord. Alors, professeur, je crois qu'il a eu au niveau aujourd'hui de la RDC, on voit ce qu'on appelle passation de pouvoir. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça au Togo. On n'a jamais vu ça où ça encore. Est-ce qu'on a vu ça? Oui. Jamais. Aujourd'hui, c'est du folklore voilà. aggravé. Passation de pouvoir au Congo. Est-ce que cette passation de pouvoir est une passation empoisonnée? Est-ce que M. Félix Tshisekedi aura les mains libres pour réellement diriger? Est-ce que Tshisekedi pourra réellement se sentir à l'aise dans la mesure où l'Assemblée nationale a été prise par Kabila, Sénat a été pris par Kabila, le Premier ministre doit être Kabila? Monsieur le professeur, est-ce que nous sommes confrontés à un désordre qui ne va pas dire son nom pour que ce peuple-là périsse encore dans le déboire? Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il n'y a jamais eu de passation de service. Au Ghana, il y a eu plusieurs passations de service entre les présidents qui se sont succédés. Et ça, c'est l'Afrique. Et il y en a eu, même au Bénin. Et je ne pense pas que Yahi Boni ait refusé de remettre le pouvoir à M. Talon. Il y en a eu. Non, on veut parler du folklore, quoi. Bon, disons, vous savez, ces pays que je viens de citer, au moins, il y a eu déjà des passations. Donc, les toutes premières ont été quand même bien organisées. Et pour le Congo, moi, je pense que si moi, j'avais le temps, j'allais m'y rendre. J'allais me rendre au Congo parce que j'ai toujours dit que s'il y a un pays dont je souhaite la libération totale, c'est le Congo. Parce que c'est un pays martyr de l'Afrique. Mais pays professeur, qui est... Oui. Professeur, oui. Monsieur le professeur, oui. Monsieur Kabila est encore là. Tshisekedi prend le pouvoir. Monsieur Kabila est encore là. Vous croyez que le Congo est réellement libéré sous Kabila? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est Kabila en dessous qui prend le pouvoir? Oui, il y a une manière de retirer le pouvoir des mains de Kabila. C'est pourquoi la fois passée, j'ai lancé un appel à Tshisekedi. Je lui ai demandé s'il m'écoute. Il n'a qu'à rapidement faire appel à Fayulu. Il n'a qu'à faire appel à Fayulu, Moïse Katumbi et tous ces gens-là. Monsieur le professeur, il faut le dire, il a déjà fait appel à Fayulu. Fayulu a rejeté l'appel. Non, il finira par se rendre compte que la meilleure chose, c'est de venir ensemble. Parce que je veux qu'on puisse utiliser. Parce que chez nous, on dit, c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. Ici, je veux qu'on utilise la queue du blanc pour l'attacher ici. Si Fayulu rejoint Tshisekedi, avec le Moïse Katumbi, tout ça là, c'est fini. Votre inquiétude sera dissipée. Mais monsieur le professeur, monsieur le professeur, la Cour constitutionnelle a prononcé Tshisekedi comme président de la République. Au même moment, monsieur Fayulu s'est déclaré président de la République parce que la Cour constitutionnelle est incompétente devant Fayulu. Non, s'il vous plaît. Oui, bon, c'est des euphories du début de cette page. Nous savons que Fayulu aurait raison de se proclamer candidat. Mais à partir du moment où les voleurs ont décidé de dire que nous allons faire, il faut jouer leur jeu. C'est pourquoi je dis que je considère les 5 premières années de Kabila comme une transition générale pour la RDC. C'est pourquoi la présence de Fayulu dans le gouvernement est plus que nécessaire. Si on n'arrive pas à avoir Fayulu dans le gouvernement, 3 mois après, les deux vont dissoudre le Parlement que Kabila contrôle pour organiser de nouvelles élections dignes de ce nom. C'est le plan qu'il faut suivre. Je demande à Tshisekedi. Son papa a passé des années, plus de 50 années, pour lutter. Il a sacrifié sa vie pour le Congo. Je veux que son enfant aussi fasse la même chose. Il faut qu'il mette le Congo devant
pour pouvoir au moins, même si Fayulu a rejeté, il n'a qu'à retourner à Fayulu. Il n'a qu'à le supplier afin qu'il puisse venir. Il s'asseye ensemble avec lui et pour dire que nous allons conduire le Congo ensemble. D'accord, professeur. Allons ensemble. Merci, professeur. Les choses. Merci, oui. Professeur. Alors, Classio Kotogo, votre mot de fin, rapidement. Oui, avant de passer à ce mot de fin qui sera beaucoup plus cher pour les Togolais, je voudrais rejoindre d'abord le professeur pour dire qu'en politique, la politique, c'est un art des intelligents. Et à chaque moment qu'on parle de la politique, il faudrait que nos peuples ou bien les leaders puissent utiliser le temps opportun, qui est très important pour pouvoir prendre des décisions. Vous savez, aujourd'hui, Congo peut être réconcilié et Congo peut faire tout, même avec Kabila. Ce que Ford n'a pas pu faire au Togo. Moi, j'ai supporté Ford Gnassingbé pour un certain temps. Parce qu'on a vu en lui cette énergie qui arrive et cette énergie qui a été vraiment passée quelque part par les vautours qui l'entourent. Aujourd'hui, si Fayulu s'est joué, effectivement, rentre dans ce gouvernement, et puis ensuite Tshisekedi, Fayulu et Joseph Kabila essaient de discuter des sujets du Congo, vous savez, on peut être dans l'opposition au Congo, mais dans l'intérêt du Congo. Et vous verrez que le Congo va partir, même va sortir des mains de ces vautours français et de ces vautours américains, et le Congo sera nationaliste. D'accord. Je m'arrête là-bas. D'accord, merci donc Classio Koutoglo, vous avez été court cette fois-ci. Alors, monsieur Aruna qui est en train de s'écouler, vous avez la dernière, le mot de finale, le mot de fin. Oui, je m'excuse, c'est mon téléphone qui est tombé. Allez-y, on vous attend. C'est le mot de fin déjà. Allez-y, vous pouvez donner votre mot de fin sur tout ce que vous avez dit. Je parler de la RDC. Parce que je me suis dit que ce qui est arrivé en RDC, c'était vraiment du folklore. C'était du folklore, vous voyez. Et pourquoi et tout à l'heure, quand je disais que c'est bien dit ce que tu disais, en fait, ce que je voulais dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des passations de charges au niveau de l'Afrique, des pays africains. Au Bénin, on l'a fait un peu partout. Mais dans le cas du Zaïre, du Congo, vous voyez ce qui s'est passé? C'est du folklore, c'est-à-dire le gars est arrivé pour seulement dire je te donne le pouvoir, je contrôle cela. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas vraiment une passation de service. Donc vous savez, on ne peut pas contrôler le pouvoir d'un président. Monsieur Classio, on ne va pas reprendre le débat. Monsieur Aruna, continuez parce que nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Donc pour moi, l'exemple de l'Angola est là. Non, pour moi, c'est du folklore parce que, honnêtement, c'est trop facile de quitter le pouvoir. Regardez un Kabila qui vient au pouvoir et il quitte le pouvoir tout en négociant sa sortie. C'est de l'insulte. Ce n'est pas un exemple donné aux dignes fils d'Afrique. Donc, sur ce plan-là, je ne suis pas trop à l'aise. Mais le vin est déjà tiré, il faut le boire. Je suis content que Tshisekedi puisse faire appel à Fayulu comme Premier ministre, par exemple. Merci donc l'honorable. Merci l'honorable. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors Gabriel, votre mot de fin. Merci Serge. Moi, mon mot de fin ira d'abord à la C14 du Togo, l'opposition principale. La C14 est en train d'être dispersée, est en train de se divaguer, alors qu'elle est en train de conduire un peuple dont le nombre est important. Il faut considérer les Togolais, il faut considérer les Togolaises, il faut considérer la jeunesse togolaise. Et vous qui êtes à la tête de cette C14, faites quelque chose de responsable et essayez de vous accepter. Et je prédis que l'union fait la force et dans l'union, on ira jusqu'au bout. D'accord. Essayez participer tout ensemble, c'est très important. De deux, je reviens pour toute l'Afrique ensemble, pour dire qu'il faut faire beaucoup attention aux baguettes magiques
et aux acceptations, aux relations amicales avec la France. La France demeure toujours le diable, l'ennemi Satan. D'accord. Merci donc Gabriel. Merci Gabriel depuis Lomé. Nous allons maintenant passer la parole à notre ami Lawson, rapidement. Oh oui, mon mot de fin, n'est-ce pas? Votre mot de fin. Oh ok, moi, bon, je vais quand même m'adresser à toute la jeunesse africaine d'une manière générale. Et je demande, comme je l'ai toujours dit, et je demanderai aux grands frères, le professeur est là, et le Koutoglo, à M. Aruna et autres, ils sont là. Il faudrait que nous motivions cette jeunesse-là pour qu'elle puisse retourner à Tombouctou, à l'empire, aux empires, pour apprendre. Parce que si nous ne semons pas ces grains, dès maintenant, si nous ne semons pas ces grains-là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il y avait eu plus de 800 000 habitants en Afrique. Dans les empires, il y avait 500 000 habitants. Il n'y avait pas de prison. Pour supporter plus de 500 000 habitants, vous comprenez par là que la médecine doit être développée. Vous comprenez par là qu'il doit y avoir l'éducation, tout ça là. Donc posons-nous la question, comment ces gens se sont en sortis avec tous ces habitants-là. Il y a 20 millions d'habitants au Cameroun aujourd'hui. Regardez les prisons, pleines de personnes. Posons-nous la question, pourquoi... Même au Togo, on est en train de construire une prison, c'est pas à Kévier. Donc, alors qu'il y a quand même des aménagements qu'il faut faire. Alors que nous avons un passé glorieux. Nous ne disons pas retournons à ce passé. Prenons les exemples. On peut prendre les exemples. Ne consommons pas seulement pour les autres. D'accord. Préparons pour nous-mêmes. Tout en consommant, préparons pour nous-mêmes. Avant d'être hybride, il va falloir que tu sois, c'est-à-dire tu te retrouves toi-même. Tant que tu ne te retrouves pas, tu ne peux pas être hybride. D'accord. Donc c'est pour cela que nous consommons inutile. Donc consommons positif. Merci. Merci donc, notre ami Lawson Rodrigue. Je ne vais pas quand même clore cette émission. Tant tout va dire au professeur parce que je l'ai coupé pour qu'il donne son mot de fin. Professeur, je suis encore avec vous. Votre mot de fin, professeur. Allez-y, rapidement, parce que je ne vais pas vous oublier. Enchaîner en supportant l'idée de Tombouctou parce que c'est à Tombouctou que Ahmed Baba, Cheikh Ahmed Baba, qui avait résisté. C'était son absence qui avait permis la colonisation du Mali. Il a fallu que les Marocains aident à déporter Ahmed Baba au Maroc pour que les Blancs puissent rentrer. Sinon, au temps d'Ahmed Baba, c'était le temple du savoir. Tout le monde venait du monde entier pour aller apprendre quelque chose chez ce grand Africain. Alors, c'est pour dire que nous allons nous mettre au travail, M. Rodrigue, et nous allons demander à la jeunesse africaine, nous irons ensemble revisiter cette terre de savoir, de connaissances mondiales, et nous allons reprendre la force intellectuelle de l'Afrique. Mais avant de finir, je vais rapidement lancer un appel au peuple togolais à la C14. J'ai dit la fois passée dans mon émission que désormais, il faut bannir l'idée d'itinéraire imposée par le régime dictatorial de Lomé II. Il faut bannir ça de son vocabulaire parce qu'aucun peuple n'a pu faire chuter une dictature en respectant les désiderata de ce régime. Désormais, et le week-end, professeur, il faut leur dire, le week-end aussi, c'est pas bon. Et puis, oui, il faut marcher quand vous voulez, où vous voulez, comment vous voulez. À n'importe comment. D'accord. Quand nous voulons, comment nous voulons et nous voulons. Désormais, c'est le mot d'ordre. Marchons quand nous voulons, où nous voulons, comment nous voulons. Merci, professeur. Merci, mesdames et messieurs. Je voulais remercier aussi nos amis qui sont sur Facebook. Regardez cette émission, à commencer par notre ami Madame Mavi, dont Victor. Béatrice de Boston, merci encore une fois de plus, maman Béatrice depuis Boston. Sans toutefois oublier Jacqueline Régie Ablavi. Merci encore une fois de plus à Malik Essal pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, c'est Nyawa, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine sur le franc CFA. Alors, mes chers panélistes, apprêtons-nous parce que le franc CFA, on va le changer. Nous aurons maintenant notre monnaie commune. Kadhafi n'est pas encore décédé. Monsieur Gbagbo reviendra à Côte d'Ivoire pour l'Afrique. Merci encore une fois de plus. Et je vous dis au revoir tout simplement. Au revoir. Merci.
Vous voulez des informations sportives. Vous voulez des informations économiques. Vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport. Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.